doit-on ou peut-on? Doit-on dire aux agriculteurs qu'il n'y aura pas de PAC en 2020? C'est la question que nous allons aborder ici dans le cadre de ce débat. J'ai le plaisir d'accueillir Pierre Pagès. Bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes président du GNIS. Le GNIS, c'est le groupement national interprofessionnel des semences et des plants. Pas d'erreur? C'est exact. Bon, voilà. Face à vous, Sébastien Abis, bonjour. Bonsoir. Vous êtes directeur donc du Club Déméter. Club Déméter, c'est un groupe qui rassemble plus d'une cinquantaine d'opérateurs économiques du monde agricole et agroalimentaire en France et qui cherche à réfléchir aux tendances de demain pour anticiper les transformations et préparer une agriculture française et européenne plus performante. Très bien. Pour réfléchir avec nous, Olivier Masbou, notre journaliste. Oui, un journaliste, ça ne réfléchit pas, c'est bien connu. Ça pose des questions. Alors, la question que l'on va traiter, c'est doit-on dire aux agriculteurs qu'il n'y aura pas de PAC en 2020? Déjà, on se pose la question, est-ce qu'on est sûr qu'il y aura une PAC ou pas? Sébastien Abis, Pierre Pagès, Olivier Masbou, à vous d'interagir. Moi, si je peux me permettre, je vais dire ce que je vous ai dit en acceptant votre invitation. Je vous remercie d'ailleurs. C'est que la question de la PAC après 2020, elle est posée dans un contexte de crise multiple en Europe, sur lesquelles en fait beaucoup d'interrogations demeurent sur finalement quel va être l'état de l'Union européenne sur l'après 2020, mais en gros la décennie 2020. Sachant que depuis quelques années, le projet politique européen patine. Le Brexit a été un signal d'une vraie crise en fait d'identité européenne, d'union européenne de plus en plus forte, avec un projet commun qui rassemblait. Et depuis 6 mois, quand j'ai pu m'exprimer sur l'Europe, sa construction et sa puissance, et dans le débat sur la PAC, je trouve qu'on a insuffisamment traité un risque qui est mineur, mais qui semble grossir, d'une Europe après 2020 dans laquelle potentiellement il n'y aurait pas de politique agricole commune comme elle a été pensée à l'origine de la construction européenne. C'est-à-dire pas de politique agricole, ou ça veut dire une politique différente de celle qu'elle a été pensée? Justement, ça peut être une politique dont l'ambition n'est plus la même, dont les déclinaisons sont différentes, avec des scénarios peut-être d'une politique agricole qui a déjà démarré avec la réforme de 2013, qui soit une politique où il y a une renationalisation possible derrière, avec les accords trouvés qui permettent du coup de déliter finalement l'esprit communautaire de départ. Et puis surtout, moi, ce qui me frappe, c'est l'hypothèse que l'on abandonne complètement en Europe l'idée que l'agriculture était un ciment de la construction d'une Europe puissance. L'idée des pères fondateurs européens, quand on a sédimenté la construction européenne sur des bases sectorielles très importantes pour l'économie, mais aussi pour les sociétés européennes, l'agriculture a été choisie, non seulement parce qu'elle faisait sens d'un point de vue géographique, mais elle faisait un sens d'un point de vue géopolitique. Il fallait être capable de nourrir une population européenne dans un état d'après-guerre où des nécessités se faisaient très fortes. Et on est devenu depuis 20 ans dans un discours très technique sur la PAC. Et en fait, la question stratégique sur pourquoi il y a une politique agricole commune est noyée parce qu'on a oublié la finalité première qui était de nourrir une population en croissance. Ce qui fait que le débat sur la PAC aujourd'hui, pour moi, doit être relié à l'ambition que l'Europe veut avoir ou non dans la mondialisation et dans son voisinage en particulier. Pierre Pagès, vous qui êtes un bébé PAC, vous avez connu pas toute la construction de la PAC, mais une bonne partie. Ça doit être perturbant d'entendre ce que vient de dire Sébastien Abis. Vous savez, moi, je suis un professionnel et donc les politiques sont au service d'une vision géostratégique. Donc, quelle est la vision qu'ont les pays européens de l'avenir de leur agriculture? Et derrière l'avenir de l'agriculture, vous avez l'indépendance alimentaire. Aujourd'hui, déjà en ce moment, l'Europe est déficitaire sur le plan agricole. Nous importons à peu près l'équivalent de la surface agricole française. Et donc je n'ose imaginer qu'in fine, cette vision géostratégique de notre indépendance alimentaire, sans laquelle nous n'avons pas de puissance politique, que l'Europe n'abandonnera pas
une des grandes politiques qui a été le ciment et le ferment de la construction européenne. Moi, j'ai vécu dans le traité de Rome, 1957, son application dès 58, la volonté du général de Gaulle de construire avec la modernisation de l'agriculture de ce pays, mais pas seulement. Et donc, je n'imagine pas une seconde qu'on puisse abandonner finalement un des éléments de notre souveraineté. Mais c'est la réalité, ça a été abandonné, personne n'y croit. Écoutez, je ne suis pas tout à fait d'accord. Nous sommes encore un des grands pays agricoles de la communauté. Nous sommes encore le premier. Certes, la France a une production qui dépasse sa consommation propre, mais nous avons une responsabilité, y compris morale, y compris vis-à-vis de nos clients, et vis-à-vis de nos clients en proximité de l'autre côté de la Méditerranée. Et donc, comment pourrait-on imaginer qu'un pan entier de ce ciment, donc de cette communauté européenne, s'écroule sous prétexte que finalement nos gouvernants n'ont plus cette vision géostratégique. Et donc, pour moi, non seulement c'est de la géostratégie, non seulement c'est en même temps de l'indépendance alimentaire, et c'est en cela que c'est géostratégique, mais c'est un pan entier de notre économie. Nous avons la chance d'être dans un climat tempéré. Nous avons la chance de maîtriser une partie importante de la technologie, alors de la semence jusqu'à la transformation. Et donc, si je prends l'ensemble de la chaîne, de la valeur ajoutée, de la graine et des entreprises de sélection jusqu'à la transformation et les services qui tournent autour, ça représente aujourd'hui dans ce pays 15% du PIB, 300 milliards d'euros, 55 milliards d'exportations, 10 milliards de solde de la balance des paiements. Et nous sommes le troisième seulement et le dernier secteur qui procure encore un solde positif de notre balance des paiements. Le premier, c'est l'Airbus, enfin l'aéronautique. Le deuxième, c'est la pharmacie. Et le troisième, c'est l'agriculture. Et puis tous les autres sont en déficit. Oui, mais ni le gouvernement français de droite comme de gauche, ni l'Europe ne vous a aidé. Elle vous met des bâtons dans les roues. Parce que aujourd'hui, l'Europe à 28, je crois que l'Europe à 28 a été diluée. Moi, je suis de ceux qui pensent, comme l'ancien président de la République, dans lequel je lisais encore, que je connais bien, qui était Valéry Giscard d'Estaing, je pense qu'il faut reconstruire l'Europe avec un cercle plus restreint, peut-être à partir de l'Europe monétaire, et retrouver cette vision que j'ai expliquée au tout début. Tout à fait. Sébastien Wyss. Oui, moi par rapport à votre remarque que l'Europe ou les autorités françaises n'aideraient pas les acteurs agricoles dans leurs performances qui sont décrites, moi je m'inscris plutôt en faux par rapport à ça. C'est-à-dire peut-être que depuis quelques années, il y a une perte d'attention, d'accompagnement. Ça c'est vrai. En revanche, sur les temps longs, ce qui a permis la performance des mondes agricoles européens et français, c'est précisément parce qu'il y avait un cadre de gouvernance stable, avec un objectif de long terme stratégique, d'avoir une indépendance alimentaire sur le continent européen, que les pouvoirs publics ont accompagné les forces vives économiques de la nation française ou au sein de l'Union européenne. Par rapport aussi à cette question de la PAC, moi je crois que c'est important de toujours rappeler pourquoi la PAC a été moteur dans la construction européenne. La construction européenne, au départ, c'est s'unir pour contrer le spectre de la guerre et anticiper le déclin progressif de l'Europe démographiquement, économiquement, géographiquement sur certains aspects, précisément parce que si les pays européens sont tout seuls, ils ne pèsent plus rien aujourd'hui sur la planète. Et c'est en s'unissant qu'on reste compétitif, qu'on trouve un bloc qui permet de faire face à d'autres blocs régionaux dans le monde. Et le débat aujourd'hui sur l'Europe, il est celui-là. Est-ce qu'on continue à s'unir pour ne pas s'effacer séparément de la carte du monde, ou au contraire, on abandonne le projet politique européen dans un sens stratégique et on fait de la réforme cosmétique sur ce qui a été les ciments de la construction européenne. Le débat pour moi sur la PAC post-2020, il y a plein de débats très techniques. Moi, c'est pas mon sujet. C'est passionnant, il faut produire mieux, il faut produire plus, il faut produire avec stabilité parce qu'il y a aussi des chocs climatiques qui concernent l'Europe. Il y a une question sur la jeunesse agricole demain dans ce continent parce qu'il y a un vieillissement démographique des agriculteurs, comme partout sur la planète, qui peut poser plein de questions sociales et territoriales.
Mais ce débat technique, s'il n'y a pas un étage un peu politique au départ de savoir est-ce qu'on veut une Europe unie et oui, sur quoi, on va rater à côté d'une réforme importante. Olivier Mazou. Mais par rapport à ce que vous disiez sur l'intérêt de l'Union et de s'unir, il y a déjà un pays qui a répondu à la question, c'est le Royaume-Uni, et il a dit non, moi je m'en vais. Donc ça va avoir des conséquences politiques, mais aussi des conséquences pratiques, y compris sur la PAC dès 2020, puisque normalement, le Royaume-Uni sera sorti en 2020. On va le voir Pierre- très vite d'ailleurs. Pierre et Sébastien. Écoutez, sur ce débat-là, oui, bien entendu, mais moi j'ai connu l'Europe avant que les Anglais soient dans l'Europe. Bon. Donc la boucle sera bouclée. Donc ça veut dire que c'est possible sans les Anglais, premièrement. Deuxièmement, nous avons des accords commerciaux avec plus de 35 pays, l'Europe. Des accords commerciaux de libre-échange. Je ne vois pas pourquoi nous ne pourrions pas faire un accord commercial de libre-échange, y compris avec l'Angleterre, parce que l'Angleterre, ce sont nos voisins. Et donc, le contexte, certes, les Anglais ont fait leur choix, mais je crois aussi qu'on est en capacité, l'Europe telle qu'elle est, et l'Europe peut-être telle qu'il faut qu'elle devienne demain. Parce que la politique agricole aujourd'hui, elle a été diluée, elle a été en partie renationalisée. On a accompagné les agriculteurs avec le délitement de cette vision géostratégique, mais nous sommes les seuls dans le monde, des régions qui comptent, à avoir laissé déliter la politique agricole. Moi, j'ai eu la chance de présider une entreprise qui a pignon sur rue dans plus de 50 pays. Et donc, cette expérience professionnelle assez unique, finalement, partout dans le monde, les Chinois, les Indiens ont une politique agricole qui ressemble à la protection des frontières que nous avions avant en 1994. Les Brésiliens, les Américains et les Canadiens ont aussi une autre forme qui est celle d'accompagner quand le marché ne fournit pas le revenu aux agriculteurs, le minimum de revenus. Eh bien, la politique agricole est là pour pallier aux excès du marché. Et donc, nous devons sans doute rebâtir sur une base qui rétablit la visibilité aux acteurs économiques que sont les agriculteurs. Ça me semble tout à fait indispensable. Et je crois que c'est tout à fait possible. Et donc, à nous de faire des propositions, à nous d'essayer d'instiller que finalement, cette politique agricole, qui est devenue pour partie environnementale, eh bien, je crois que dans chaque activité économique, il faut certes préserver l'environnement, mais l'environnement fait partie intégrante donc, de l'activité économique. D'ailleurs, dans le traité d'Oriot, vous avez bien les trois facteurs. Vous ne pouvez pas faire du social ou de l'environnement si vous n'avez pas de l'économie pour le faire. Donc regardons les facteurs économiques et puis à partir de là, je pense qu'on pourra trouver de nouvelles pistes qui seront adaptées aux défis du moment. Olivier Mazou. Sébastien Habis, pour vous, les conséquences du Brexit au niveau politique pour la construction européenne, enfin pour l'avenir de l'Europe et pour l'avenir de la PAC? Sur le Brexit, d'abord, je pense qu'il y a énormément de scénarios possibles à court et moyen terme. Et c'est bien pour ça que la presse britannique appelait d'ailleurs le Premier ministre Theresa Maybe. C'est bien parce qu'il y a énormément d'inconnus. On l'a vu avec le vote des Lords il y a 48 heures qui potentiellement repousse l'activation de l'article 50 pour déclencher le Brexit qui était prévu fin mars. Donc il y a énormément d'hypothèses autour du Brexit. En revanche, il y a un signal fort politique de la part de ce pays et de cette population qui a voté en faveur d'une sortie de l'Union européenne. Et ce qui, moi, me frappe un peu, c'est aussi la réponse que les Européens sont en train de formuler. Parce qu'on cherche des solutions face au Brexit. Mais finalement, au moment du vote, on s'est dit ça va réveiller l'Europe. Finalement, depuis 6 mois, pas grand-chose. Hier est sorti le livre blanc de la Commission européenne sur l'Europe en 2025. Pour une Europe à 27, c'est-à-dire prenant acte d'une sortie du Royaume-Uni. Il y a 5 scénarios dans cette proposition de la Commission européenne. Je ne vais pas tous les décrire, mais il y en a 2 qui m'ont interpellé par rapport à la PAC. Il y a un scénario de dire, demain, dans une Europe qui se cherche, il faut faire plus sur certains secteurs, mais en petits groupes. Et on était déjà ces dernières années dans l'idée que peut-être il fallait de la coopération renforcée entre peu d'États, mais
avec des États qui ont envie d'aller plus loin dans l'intégration et la solidarité européenne. Peut-être que ce format permettrait d'avoir une PAC beaucoup plus articulée d'un point de vue géopolitique, mais avec une minorité d'États. Puis il y a un deuxième scénario, Jean-Paul, pardon. Mais non, juste pour préciser, ça veut dire qu'il y aura la PAC des pays d'Europe du Nord et la PAC des pays d'Europe du Sud, agricole. Pourquoi pas ? Ça prépare cette idée. Pourquoi pas ? On peut très bien imaginer que la PAC de demain soit une PAC non pas en 2 piliers thématiques, mais en piliers géographiques, parce que les productions ne sont pas les mêmes entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud. Surtout si on veut faire un pont logique avec cet espace de voisinage dont les besoins alimentaires sont en croissance. Oui, et là, on trouve de la logique un peu stratégique. Il y a un autre scénario. Pardon, mais sur ce scénario, pardon Sébastien, ça veut dire qu'il ne peut plus y avoir de libre-échange. C'est justement là où il y a un débat sur est-ce que l'Europe après 2020 va s'articuler avec les mêmes fondamentaux que par le passé, d'un point de vue des mécanismes, des règles, des piliers sur comment ça fonctionne, etc. Avec pour moi une question fondamentale qu'il faut peut-être toujours rappeler, c'est que c'est pas parce qu'il y a moins d'agriculteurs en Europe et un poids éventuellement moindre de l'agriculture dans les PIB, etc., que l'impératif alimentaire a disparu. Donc il y a plus de bouches à nourrir, et malgré les progrès de l'homme, très visibles dans ce salon de l'agriculture, sur l'innovation, l'homme a besoin de se nourrir pour vivre. Donc la fonction première de l'agriculture, de nourrir les hommes, ne disparaît pas, qu'on soit 1 à produire ou 1 million. Il faut nourrir de plus en plus de bouches. Et il y avait un second point. Et il y a un autre scénario que la commission esquisse, qui est de dire on fait moins en termes d'intégration de secteurs, mais de manière plus efficace. Là aussi, dans un tel scénario, on peut se dire que, ok, l'Europe, à ce moment-là, se recentre sur ce qui a été le ciment de sa construction, et peut-être elle arrête de se diluer son action et de se perdre dans tout un tas d'initiatives, et elle rétablit une Union européenne construite sur des solidarités concrètes qui touchent la vie des individus, leur indépendance et leur sécurité. L'alimentation en fait partie. Mais il y a un scénario très réaliste. Le Brexit se déroule. On n'a pas le temps de négocier sur la PAC de 2019, en juin 2019, parce que la fin de la négociation, je crois, c'est en mars 2019. Il y a la possibilité que les 9 milliards qu'on n'aura pas de la part de l'Angleterre, 3 milliards pour l'agriculture. 3 milliards pour l'agriculture, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Qui va financer? Les pays du Nord ne vont pas vouloir, les pays du Sud peut-être, supposons. Et ça veut dire moins 1 000 € pour chaque exploitation. Pierre? Moi, je veux relativiser les chiffres. La participation de l'Angleterre au budget global, donc c'est 10 milliards. Mais l'Europe renvoie aux agriculteurs de Grande-Bretagne, enfin du Royaume-Uni, donc une aide ou une compensation, appelez-la comme vous voulez, qui retourne aux exploitations agricoles. Vous rajoutez à ça le chèque britannique. Et au global, vous êtes avec un solde d'1,5 milliard à 2 milliards d'euros. Bon, même si le chiffre n'est pas complètement précis. Alors que vous êtes potentiellement avec un premier pilier à 55 milliards, si vous en rajoutez 10 du deuxième pilier, donc voilà, on est 1,5 milliard comparé à 70 milliards. Donc c'est tout à fait jouable. Moi, ce qui m'enquiquine souvent dans la présentation des choses, c'est qu'on nous dit on va être obligé de vous réduire le budget parce qu'il n'y a plus la contribution britannique. Et ça, c'est une fausse information. Je pense qu'avec ou sans le budget britannique, on peut construire ou reconstruire une véritable politique agricole. Oui, mais on connaît très bien, pardon Pierre, les pays qui alimentent ce scénario parce qu'ils veulent en profiter pour réellement faire baisser le budget de la future PAC. C'est ça qu'il y a derrière. Je suis d'accord avec toi, sauf que, bon, moi j'ai eu l'occasion d'aller relativement souvent aux États-Unis. Aujourd'hui, le budget de l'Europe, c'est 1% du PIB. Et quand vous êtes aux États-Unis, le budget fédéral, c'est 15% du PIB. Et donc, je pense que l'Europe pourrait avoir l'ambition de construire d'autres politiques énergétiques, même s'il y a quelques règles. Bon, une politique peut-être même de l'éducation. Bon, une politique industrielle, à condition d'harmoniser un certain nombre de règles. Et donc, une politique militaire et de défense. Bon, où là, on sait que rien que pour faire une politique communautaire de défense, c'est minimum 2% du PIB des États. Et donc, ne faisons pas rêver nos concitoyens qu'on peut faire avec le même argent
5 ou 6 politiques communautaires sans un transfert du prélèvement des États à une politique communautaire pour demain exister en tant que continent ou en tant que fédération, alors je sais pas, ou en tant qu'alliance, en tant qu'association. Après, parce qu'on peut discuter de la forme que ça pourra revêtir. Et donc je crois qu'il faut avoir conscience qu'on ne bâtira pas d'autres politiques ambitieuses à partir du budget existant. Voilà, nous sommes déjà arrivés au terme de cette émission. C'était passionnant, mais tout fini. Merci à vous, messieurs, d'être venus ici sur le plateau TV Agri pour débattre de cette question. Doit-on avouer aux agriculteurs qu'on aura une PAC en 2020 ? Si vous voulez en savoir plus, d'ailleurs, Sébastien Bis, vous avez écrit un livre, Agriculture et climat, qui ne traite pas de la question de l'Europe directement, mais qui est tout aussi passionnant. Voilà, merci beaucoup, merci à vous, et puis merci à vous. Merci.